أعزائي التلاميذ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد سوف نخصصه للمسرحية مسرحية Antigone que vous avez au programme de la première année. Alors quand on parle d'Antigone, on parle justement d'une pièce de théâtre, un genre tout à fait différent du roman, un genre qui a ses particularités, ses caractéristiques, qui le distingue des autres genres. Alors, définir le théâtre me paraît une opération qui n'est pas facile, parce que le théâtre, d'un côté, c'est la pièce, c'est l'œuvre écrite, c'est le travail littéraire, c'est le travail d'une personne, l'auteur dramatique, mais d'un autre, il y a la pièce jouée, la représentation, le travail de toute une équipe, à commencer par le metteur en scène, les comédiens, vous avez le chef de décor, le costumier, le maquilleur, etc., etc. Donc, se contenter de la lecture d'une pièce ou de la pièce de théâtre me paraît une grande erreur, parce que vous allez priver vos élèves du plaisir de lire et de jouer la pièce. Personnellement, à chaque fois qu'il y a une séance de lecture, j'ai toujours essayé de théâtraliser, de dramatiser la scène avec mes élèves, et c'était bien sûr réussite. Une réussite pour les élèves, bien sûr. Alors quand on parle du théâtre, on distingue trois genres. Il y a la comédie, on a vu ça l'année dernière à travers le bourgeois gentilhomme. Il y a la tragédie que nous allons voir cette année. Il y a un troisième genre tout à fait récent, nouveau, c'est le drame bourgeois, inventé par Victor Hugo au XIXe siècle. Qu'est-ce que c'est que la tragédie? Alors la tragédie est un genre théâtral issu de la Grèce antique. Ça veut dire que les premiers qui ont joué des tragédies, ce sont les Grecs anciens. Et aujourd'hui encore, il y a à Rome les vestiges du plus ancien théâtre du monde. Nous avons toujours des traces de ce théâtre qu'on peut toujours découvrir. Alors, elle se nourrit de mythes ou d'histoires religieuses. Ça veut dire que dans toute tragédie, vous allez trouver soit un mythe ou bien une histoire religieuse. Elle se termine par la mort d'un ou de plusieurs personnages. Tragique, tragédie, ça veut dire qu'il y a la présence de la mort. Alors, dans Antigone, il y a trois personnages qui vont mourir. Antigone, Aimant et Eurydice. Donc, Antigone, son fiancé Aimant, et Eurydice, la maman d'Aimant. Alors, quand on fait des recherches sur Antigone, on nous dit, attention, il y a deux Antigones. Il y a Antigone de Sophocle et il y a Antigone de Jean Anouilh. Laquelle voulez-vous? Eh bien, il y a une grande différence entre les deux. Même s'il y a des ressemblances, il y a de grandes différences. Alors, celle de Sophocle est écrite au 5e siècle avant Jésus-Christ. Celle de Jean Anouilh est écrite au 20e siècle, exactement en 1942. Donc la première, celle de Sophocle, c'est une tragédie classique. La deuxième, celle de Jean Anouilh, c'est une tragédie moderne. Est-ce qu'il y a une différence, ou des différences entre la tragédie classique et la tragédie moderne? On peut dire tout de suite que Jean Anouilh a tâché de moderniser Antigone de Sophocle. Donc il a essayé de la présenter sous un aspect moderne. Pour comprendre l'histoire d'Antigone, il faut revenir à son origine. Et j'ai dit tout à l'heure que toute tragédie se nourrit d'un mythe ou d'une histoire religieuse. Donc l'histoire d'Antigone se nourrit d'un mythe, c'est le mythe d'Œdipe. Vous connaissez tous Œdipe. Œdipe, à travers le complexe d'Œdipe, Œdipe, tout le monde a déjà entendu parler. Alors donc ça se passe dans la Grèce antique. Et dans la Grèce antique, il y avait plusieurs petites villes. Si je me rappelle bien, il y a 5 ou 6 petites villes qui étaient sous forme de petits royaumes. Alors, sur Thèbes,
il y avait un roi, Laios, qui était marié à Jocaste. Alors, un jour, le roi a consulté un oracle, l'oracle ou le Munejjim, qui l'avertit. Qu'est-ce qu'il lui a dit? L'enfant que tu vas avoir va tuer son père et épouser sa mère. Donc à la naissance du bébé, il est ligoté, il est attaché aux mains et aux pieds, et il est abandonné sur une montagne. Donc Laios a demandé à un serviteur de ligoter le petit par les mains et par les pieds et d'aller le jeter, de l'abandonner sur une montagne. Un berger l'a trouvé. Il l'a offert au roi de Corinthe, Polybe, qui n'avait pas d'enfant. Très heureux, il a adopté l'enfant. Oedipe, bien sûr, vient de recevoir ce prénom. Donc, pourquoi on lui a choisi le prénom d'Oedipe? Parce que ses mains et ses pieds étaient dans un très mauvais état. Il avait un œdème, Oedipe. Donc Oedipe a commencé à grandir. Un jour, il a consulté un oracle qui l'avertit à son tour. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu vas tuer ton père et épouser ta mère. Et croyant que le roi Polybe était son père, il a décidé de partir pour ne pas le tuer. Sur son chemin, il a rencontré un roi et ses gardes. On lui a demandé de débarrasser le chemin, de dégager le chemin. Il a refusé. Il s'est battu. Il a tué le roi sans savoir que c'était son père. Il a continué son chemin vers Thèbes. Mais à l'entrée de la ville, il a rencontré un sphinx qui bloquait la route. Oedipe a vaincu le sphinx en trouvant la devinette. Et le sphinx s'est tué. Donc, Oedipe entre à Thèbes victorieux. Et parce que le roi est mort, on l'a désigné roi et on lui a offert en cadeau la reine, sa mère. Donc il est devenu le mari de sa mère. Vous savez très bien que c'est une relation incestueuse. Toutes les religions interdisent que quelqu'un épouse sa mère. Et justement de cette relation incestueuse, Oedipe va avoir 2 filles, Ismène et Antigone, et 2 garçons, Étiocle et Polynice. En découvrant qu'elle était la femme de son fils, Jocaste se suicide. Oedipe se crève les yeux. Donc on a besoin d'un roi. Et puisqu'il a laissé 2 garçons, Étiocle et Polynice, on s'était mis d'accord que chacun devait régner sur Thèbes 1 an, à tour de rôle. Le premier roi, parce qu'il était l'aîné, c'était Étiocle. Donc, mais à la fin de l'année, Étiocle a refusé de laisser le royaume à son frère. Une guerre a éclaté entre les 2 frères. Polynice a demandé l'aide à des princes étrangers et les 2 frères se sont battus et entretués. L'un a tué l'autre. Thèbes a besoin d'un roi. Et on a cherché, on a trouvé un seul homme qui reste dans la cour, c'était Créon, le frère de Jocaste. Sans jamais être préparé à ce métier-là, le métier de roi, qu'il ne va pas aimer, il devient roi et il assume sa responsabilité. Et la première loi qu'il va promulguer, c'est d'interdire l'enterrement de Polynice, ce qu'Antigone n'a pas. Alors, les circonstances de l'œuvre. Pourquoi Jean Anouilh a décidé de réécrire Antigone en 1942? Donc, c'est un travail de réécriture et de modernisation de la pièce pour la réadapter à son époque. Ce travail est dicté par des circonstances historiques, car la France était colonisée par l'Allemagne. Un appel à la résistance était lancé et donc Jean Anouilh
voulait participer à cette initiative par déclencher une réflexion à ce propos. Alors, les personnages et leurs relations. On va nous contenter des personnages les plus importants, les personnages principaux. Alors, Antigone. Antigone et Créon sont ce qu'on appelle les protagonistes et les antagonistes. Protagonistes parce qu'ils sont les personnages les plus importants. Antagonistes parce qu'ils sont des adversaires. Alors Antigone, c'est la fille, donc fille d'Œdipe et de Jocaste, sœur d'Ismène, d'Éthéocle et de Polynice, nièce de Créon et la fiancée d'Aimon. Donc, nièce de Créon, yani B'Trto. Créon, il est le roi de Thèbes, le mari d'Eurydice et le père d'Aimon. Ismène, fille d'Œdipe et de Jocaste, sœur d'Antigone, de Polynice et d'Éthéocle. Aimon, c'est le prince, c'est le fils de Créon et de Jocaste et le fiancé d'Antigone. Eurydice, la reine, la femme de Créon et la mère d'Aimon. Alors les thèmes, parmi les thèmes qu'on peut dégager de l'œuvre, il y a la mort, le suicide, l'entêtement, le courage, le bonheur, la jeunesse et le pouvoir. Alors, la structure de la pièce. Toute pièce de théâtre doit obéir à 3 étapes. Donc, si un texte narratif doit obéir à 3 à 5 étapes, ce qu'on appelle le schéma narratif, alors pour une pièce de théâtre, il n'y a pas de schéma narratif. On parle plutôt de la structure de la pièce. Et la pièce de théâtre se compose de 3 parties. 1. L'exposition. C'est la présentation de l'intrigue, des personnages et leurs relations. Antigone veut enterrer le cadavre de son frère Polynice malgré l'interdiction du roi. Le nœud. Créon est dans une mauvaise situation car Antigone a été arrêtée en flagrant délit. Il veut la sauver mais elle s'entête. Le dénouement, la solution est donc la mort d'Antigone. C'est la solution, c'est le dénouement, donc c'est la mort. Présenter un résumé détaillé des scènes d'Antigone. Alors nous avons dit précédemment que Antigone est une tragédie moderne et donc dans cette scène il n'y a pas d'acte ni de scène. Et donc ce tableau présente des scènes, les scènes d'Antigone. Alors on pourrait se poser la question pourquoi et d'où viennent ces scènes. Alors les scènes, c'est tout simplement une répartition que nous avons fait à partir des entrées et des sorties des personnages. Donc, lorsque un personnage entre ou sort, bien sûr on change de scène. Voilà la règle que nous avons suivie pour faire cette répartition. Alors on commence par la première scène. Donc la première scène, ça va de la page 9 à la page 13. Il y a sur scène le prologue et l'ensemble des personnages. Bien sûr, tous les personnages sont sur scène. Et le prologue se détache et s'avance pour présenter ces personnages au public, aux spectateurs. Donc, un narrateur omniscient, il va revenir sur le passé de chaque personnage, le décrire et annoncer son avenir. Dans la scène 2, qui va de la page 13 à la page 20, il y a Antigone et la nourrice. La nourrice, donc le temps c'est l'aube, la nourrice surprend Antigone qui rentre de l'extérieur sur la pointe des pieds, ses souliers à la main. Elle veut savoir la cause de cette sortie nocturne, mais Antigone refuse de dévoiler le secret, car malgré leur intimité, Antigone ne considère pas la nourrice comme une confidente. Donc, la nourrice a posé la question 4 fois, et Antigone ne peut pas répondre à cette question, donc elle esquive, elle évite de répondre. Dans la scène 3, vous avez Antigone, la nourrice et Ismène.
Ismène, qui a cherché sa sœur partout, finit par la trouver avec la nourrice. Elle avait quelque chose à lui dire. Pour rester seule avec sa sœur et parler librement, Antigone demande à la nourrice de lui préparer du café. Dans la scène 4, qui va de la page 22 à la page 31, sur scène, il y a... Dans la scène 4, qui va de la page 22 à la page 31, sur scène, il y a Antigone et Ismène. Donc elles sont restées toutes seules après avoir réussi à se débarrasser de la nourrice. Ismène, qui n'est pas d'accord pour enterrer Polynice, tente par différents moyens de la convaincre et de la persuader de renoncer à son projet d'enterrer son frère Polynice. Alors dans la scène 5 qui va de la page 31 à la page 36, sur scène, il y a Antigone et la nourrice. Donc la nourrice revient avec le café, avec la tasse de café. Antigone lui fait ses adieux et lui dévoile partiellement son projet. Elle lui demande surtout de prendre soin de sa chienne douce. Dans la scène 6, qui va de la page 37 à la page 44, il y a Antigone et son fiancé Aimon. Antigone voulait voir Aimon pour 3 raisons. D'abord, pour lui faire des excuses pour la dispute d'hier. Donc on sait très bien que hier, Antigone a demandé la robe, le parfum, le rouge à lèvres d'Ismène, et elle est allée dans la chambre d'Aimon pour devenir sa femme. Mais, bien sûr, Aimon a ri, Antigone a claqué la porte et il est parti en colère. Deuxième raison pour laquelle Antigone voulait voir Aimon, c'est pour s'assurer qu'il aime. Il est tout à fait normal parce que Antigone a des doutes sur son amour, surtout que Aimon a des affinités avec Ismène. Il est toujours en train de s'amuser, de bavarder avec Ismène. Troisième raison pour laquelle il voulait voir Aimon, c'est pour rompre les fiançailles. Antigone va mourir et donc il ne veut pas causer de mal à Aimon. C'est pour cette raison qu'il a décidé de mettre fin à cette relation. Alors dans la scène 7, qui va de la page 45 à la page 46, alors les deux personnages sur scène, c'est Antigone et Ismène. Donc Ismène, qui n'a pas réussi, qui n'a pas perdu espoir de convaincre sa sœur, arrive avec une feuille où il avait écrit ses arguments. Mais en vain, car Antigone est décidé à accomplir son devoir. Donc deuxième échec d'Ismène pour convaincre et persuader sa sœur de ne pas sortir enterrer Polynice. Alors dans la scène 8 qui va de la page 46 à la page 53, alors sur scène il y a Créon et le garde. Un des 3 gardes arrive au palais pour informer Créon que quelqu'un a bravé sa loi cette nuit. Très en colère, le roi lui ordonne de redoubler garde. Et enfin, vous avez la scène, donc là, enfin pour l'exposition, donc vous avez la scène 9 qui va de la page 53 à la page 55, sur scène, il y a le chœur. En porte-parole du dramaturge, le chœur présente sa conception de la tragédie. Et là, justement, on passe au nœud. Alors, dans la scène 10, qui va de la page 56 à la page 60, il y a sur scène Antigone, le garde, le deuxième garde, le troisième garde. Les gardes ont arrêté Antigone en train de braver la loi de Créon. Ils la ramènent devant le roi. Scène 11, qui va de la page 60 à la page 64, vous avez Antigone, les gardes, Créon. Créon arrive sur scène. Il est surpris de voir Antigone menottée. Il leur demande de la lâcher, mais il n'hésite pas à tout avouer. Alors le roi demande aux pages de mettre les gardes au secret et de le laisser seul avec elle. Scène 12, qui va de la page 64 à la page 97, on voit là que c'est la scène la plus longue de toute la pièce. C'est la scène du grand face-à-face entre les deux protagonistes et les deux antagonistes, Antigone et Créon.
C'est la scène du grand face-à-face entre les deux protagonistes et antagonistes. Chacun essaie de défendre son projet. Si au début, Créon prenait le dessus, on va assister à un retournement de la situation. Antigone attaque Créon et le méprise en le traitant d'une manière humiliante. Comme dernière stratégie, Créon lui raconte l'histoire de ses deux frères, comme quoi ils ne méritent pas son sacrifice, car ils sont des traîtres et cherchaient à faire assassiner leur père. La scène 13, de la page 97 à la page 99, vous avez Antigone, Créon, Ismène. Ismène arrive et informe sa sœur qu'elle a changé et qu'elle veut enterrer son frère avec elle, mais Antigone refuse de partager le fruit de son labeur avec sa sœur qui n'a rien fait pour le mériter. Scène 14, de la page 99 à la page 100, il y a le cœur et Créon. Le cœur essaie de raisonner Créon et lui demande de sauver Antigone. L'oncle lui explique qu'il a tout fait, mais sans résultat. Alors, scène 15, de la page 100 à la page 105, vous avez Créon, le cœur et Aimant. Aimant arrive et implore son père de lui sauver sa fiancée. Mais Créon ne peut rien faire, ne peut plus rien faire, car tout Thèbes sait ce qu'elle a bravé dans la loi. Alors, Créon, le cœur, c'est la scène 16, de la page 105 à la page 106. Le cœur demande à Créon de sauver son fils, car il est parti dans un terrible état. Scène 17, vous avez Créon, donc ça va, c'est la page 106, Créon, le cœur, Antigone et les gardes. Les gardes ramènent Antigone à l'intérieur, car le peuple a attaqué le palais pour réclamer justice. Créon demande à un garde de rester avec Antigone et aux deux autres de l'aider à vider le palais. Scène 18, de la page 106 à la page 117, Antigone et le garde. Antigone est restée avec ce garde insensible et indifférent à sa souffrance et lui demande d'écrire et de remettre une lettre à Aimant. Au début, il a refusé, mais le cadeau l'a fait changer d'avis. Scène 19. De la page 117 à la page 119, vous avez le cœur et le messager. Alors, le messager arrive cherchant la reine pour l'informer du suicide de son fils à cause de la mort de sa fiancée. Scène 20, de la page 119 à la page 122, le cœur, Créon et le page. Le cœur, à son tour, informe Créon que sa femme s'est suicidée dans sa chambre. Et enfin, dernière scène, c'est la scène 21, de la page 122-123, le cœur et les gardes. Le cœur présente la conclusion de la pièce. Tous ceux qui avaient à mourir sont morts. Voilà, j'espère que j'étais au niveau de vos attentes.